Togo rentre dans un trou profond. Comprenez-le une fois. La situation du pays se complique de jour en jour. On entend parler du Togo, mais il n'y a pas un bon nom qui sort du Togo. C'est la mauvaise gouvernance que nous parlons toujours. Et qu'est-ce que le peuple, ce peuple-là dit? Le peuple togolais dit quoi de cette mauvaise gouvernance? C'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est de ça que nous sommes en train comment l'appelle-t-on? Nous sommes en train de faire. Les étudiants, à quoi va servir vos diplômes si ce régime-là est au pouvoir? Les écoles, bientôt la rentrée au Togo. Après vos études, vous allez trouver du travail où? Si le régime-là est au pouvoir. Les parents qui continuent de scolariser leurs enfants, eux, leur objectif, c'est de maintenir les Togolais dans la misère. C'est tout. Et il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre parle. Où va le Togo avec tout ce qui se passe dans le pays là? Le Togo va où? Le Togo va où? Chaque Togolais et Togolaise doit s'investir. Hein? On doit se donner. On doit se donner. Si on ne le fait pas, nos enfants auront du problème de demain. Ils n'iront nulle part. Avant, on nous a menti. Ne faites pas la politique. Si vous faites la politique, vous, vos enfants n'auront pas du travail. Nos parents n'ont pas fait la politique. Nous avons quel travail? Vous pensez que la jeunesse, vous allez grandir. Vous allez finir vos études, vous allez grandir, vous allez vouloir travailler. Et que vous n'avez pas, il n'y a pas de banques qui vont vous financer. Il n'y a pas d'investisseurs qui viennent. Maintenant, quand vous n'avez pas d'investisseurs, vous pensez que c'est où vous allez gagner du travail? Vous allez rester comme ça en train de tourner? Hein? Ou bien vous croyez que les investisseurs là, ils quittent comme ça pour rentrer dans le pays? Des investisseurs, ils prennent le temps, ils étudient bien les lois et les principes d'un pays et ils envoient des gens pour voir si ce pays-là est un pays démocratique. Quand il n'y a pas la démocratie, aucun bailleur de fonds ne vient. Investir dans un pays, c'est un risque. Mais chaque bailleur de fonds doit connaître les risques qu'il faut prendre. Comprenez-le pour une fois pour toutes. Que faites-vous? Je l'ai dit, jour et nuit, et à tout moment. Si vous refusez de défendre vos droits, si vous refusez de vous donner pour la libération de ce pays-là, la situation du Togo va faire qu'empirer. Tout ce que Faure Gnassingbé sait faire. Aujourd'hui, on va dire que bon, et Faure Gnassingbé, nous allons parler et dire que peut-être que ceux qui sont tout autour de lui, ils ne connaissent pas. Faure Gnassingbé ne connaît pas des endroits où c'est bien ou bien c'est mauvais. Voilà pourquoi Faure Gnassingbé n'arrive pas à arranger. Mais lui-même, Faure Gnassingbé lui-même, marche dans la poussière et il se salit les pieds. Vous comprenez ça? Donc, aujourd'hui, les Togolais doivent s'unir. On doit se donner à fond pour ne plus toujours compter et dénoncer les prisonniers politiques ou des assassinats. Non, cela doit s'arrêter. Le pouvoir de Faure Gnassingbé, c'est terminé. Le pouvoir de Faure Gnassingbé tombe maintenant. Donc, c'est terminé pour lui. C'est fini pour Faure Gnassingbé. Ils le savent très bien. Voilà pourquoi ils n'ont pas de solution et ils ne font que tourner de gauche à droite. Ils n'ont pas de solution pour leurs problèmes. Et ils ne trouveront jamais. Nous demandons la liste de tous les détenus politiques, y compris les deux Français arrêtés. Nous demandons leur libération pure et simple et dans l'immédiat. Et je demande à ce que Faure Gnassingbé libère le fauteuil présidentiel parce qu'il n'est pas un président légitime. Il est illégal et illégitime. Faure Gnassingbé a fini son mandat de vol depuis 4 mai 2025. Son mandat est terminé. Actuellement, il n'est plus un président légitime. C'est terminé pour lui. Il a volé les élections du 22 février 2020. Aujourd'hui, il a fini son mandat et qu'il a un an de plus. Et puis, quelques mois, nous demandons sa démission pure et simple.
Et je demande à la garde présidentielle d'enlever Faure Gnassingbé pour que le Togo soit libre. Vous êtes là pour le peuple. Et l'article 150 vous oblige à le faire. Oblige chaque Togolais et Togolaise à le faire. La démocratie et les principes de la loi du Togo nous permettent de dénoncer et de demander la chute de Faure Gnassingbé et de demander à ce qu'on puisse déguerpir Faure Gnassingbé du pouvoir. Le changement des troupes. Venir faire venir dire tel chef d'état-major, il faut quitter telle personne, il faut. Ce n'est plus ça notre problème. Nous demandons à la carte présidentielle d'enlever Faure Gnassingbé. On n'a plus besoin de lui. C'est terminé. Son mandat est fini. Il n'est plus un président à protéger. On ne peut pas utiliser notre armée à protéger quelqu'un d'autre qui est en train d'opprimer son peuple. Je n'ai jamais vu un chef d'État si cruel, si méchant, tel que Faure Gnassingbé. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Chers amis du Togo, je vous remercie. Je ne pense pas que le live va continuer à aller loin et je vais m'arrêter là. S'il y a certaines personnes qui doivent faire, comment on appelle, dans tête de monde, je vais vous donner 2 minutes, vous allez intervenir. Je vous remercie. En attendant, je parle, mais dans 2 minutes, le live coupe. Nous sommes dans quel pays? Un pays du désordre. C'est ça. C'est de ça que les gens comprennent que Faure Gnassingbé doit dégager. C'est tout. Il a lamentablement échoué. En matière d'infrastructure, il a échoué. Création d'entreprise, il a échoué. Centre sanitaire, il a échoué. Il a échoué sur tous les plans. Aujourd'hui, le pays est endetté. L'OTR qui ferme des entreprises. Les gens du port qui n'arrivent même pas à exercer leur métier et ils sont mal payés, ils sont mal nourris. On va où? Faure Gnassingbé, c'est un loup déguisé à un agneau. Faure Gnassingbé, c'est un loup dans la peau d'un agneau. Ne lui faites pas confiance. Nous demandons son départ. Et c'est terminé. Démagogie. C'est un peu ça sur les moyens disponibles pour le parti dans le cas du Togo. Est-ce qu'un parti peut être révolutionnaire au Togo? Particulièrement pour le Togo, je pense que c'est très difficile pour un parti politique d'être révolutionnaire dans la mesure où il y a les limites des moyens. Et le pouvoir a réussi à asphyxier les partis politiques, les leaders politiques et les bailleurs, les bras financiers des partis politiques. J'ai toujours donné un certain nombre d'exemples ici. Pierrot Akakouvi, qui est un homme d'affaires épanoui, qui peut-être avait un ami qui s'appelait Agbemi Kodjo pendant qu'Agbemi Kodjo avait des problèmes avec le pouvoir, je crois en 2010, quand il créait Obu et tout. Il était son ami, donc il donnait de temps en temps de l'argent à son ami. Quelqu'un est allé saboter ce monsieur, que c'est lui qui finançait le parti politique de Agbemi Kodjo. Mais ce monsieur, on a fait couler son affaire. Il devait ramener des tonnes de ciment du Maroc qui coûtait moins cher, pratiquement la moitié du prix du ciment du Togo. Des tonnes, presque un bateau de ciment qui avait accosté au port de Lomé. Vous imaginez? Parce qu'on l'a soupçonné de financer Agbemi Kodjo, on lui a collé un redressement fiscal. C'est Ingrid Awade qui lui a collé ce redressement fiscal de près de 20 milliards ou bien je ne sais pas quoi. Et en même temps que ce redressement fiscal, on était en train de le poursuivre, vouloir l'arrêter parce qu'il était en train de faire une concurrence déloyale en important du ciment qui coûtait moins cher que le ciment du Togo. Il a fui le pays. Le ciment, je crois qu'ils l'ont utilisé pour en faire leur chantier. Ils se sont distribués ça. Et il est parti. Donc, il a été obligé d'aller se reconvertir et de revenir commencer des activités. C'est lui qui fait du poisson de Nyanagbeto, du tilapia aujourd'hui. Donc, il s'est reconverti. Il ne s'occupe plus des questions politiques. Ça, c'est un exemple. J'ai été très proche de Yavi Agbouibon. Il y a certaines réunions stratégiques où on se rencontrait avec les financiers, ceux qui finançaient Maître Yavi Agbouibon, son parti politique. Parce que c'est un deal qui devait être entre un parti politique et un homme d'affaires. Quand je prends le pouvoir, là, toi aussi, tu rattrapes. C'est un deal. Ça existe un peu partout. On ne vient pas au pouvoir pour le plaisir du peuple. On vient au pouvoir pour essayer de voir ceux qui t'ont porté et pouvoir les satisfaire. C'est ça le deal politique que l'opposition devait faire. Mais est-ce que l'opposition est capable de faire cela? Et pour le cas de Agbouibon, les conditions dans lesquelles on se rencontrait avec ses partenaires financiers qui aidaient son parti, Dieu seul sait. Parce que ce monsieur, il fait des affaires, il a des biens,
Mais le jour où on saura qu'il est ami à Gbagbo ou bien il finance Meyavi à Gbagbo, c'est un problème. Par contre, dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, ce sont les hommes d'affaires qui financent les partis politiques. Et ouvertement, sans problème. Au Bénin, Talon est venu au pouvoir, il était homme d'affaires avant d'être au pouvoir. Et il a financé en partie certains députés et tout ça là, avant même de prendre le pouvoir au Bénin. Mais ce n'est pas le cas au Togo, où les partis n'ont pas le moyen de mobiliser même la population. Moi, je me demande comment ils font. Et je vais donner l'exemple de Jean-Pierre Fabre qui est souvent attaqué sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est parce que Jean-Pierre Fabre a un budget au niveau de la mairie de la commune. Et le pouvoir a mis des garde-fous pour que ce budget soit surveillé comme du lait sur le feu. Pour qu'il n'ait pas l'occasion de gagner un peu d'argent pour investir dans la politique. C'est pourquoi il est maire de Golfe 4. Les gens font des bilans de tel milliard. Mais il est, je ne sais pas, contrôlé au point où, même, j'aurais appris, pour des histoires de 50 000 francs par mois pour avoir du carburant, un maire, hein, 50 000 francs par mois pour avoir du carburant, les gens le critiquent, oh, il prend de l'argent de la mairie et tout ça là. Quand Ford Yassimbe roulait à Maybach, un véhicule de milliards en 2000, bon, ça on est arrivé au pouvoir, 2006-2007, quand la presse a commencé par crier, Pascal Boudjona vous dit est sorti pour du Québec. Vous voulez que le président roule dans une voiture banale pour qu'on lui tire dessus? C'est un président de la République. Il a le pouvoir, donc il doit acheter une voiture qui lui plaît, qui est sécurisée. En tant que maire, on devait se donner les moyens de vivre dignement, de vivre bien. Mais on ne va pas se mettre dans un carcan qui empêche même d'exercer sa fonction de maire. Donc c'est ça son problème. Donc le pouvoir politique se dit que si on continue de financer l'opposition, de lui faciliter les choses, pour qu'il puisse avoir les moyens pour faire la politique, ça risque de leur créer des problèmes. C'est pourquoi ils ont incendié le grand marché de Lomé. Ils l'ont incendié tout simplement parce qu'ils ont enquêté, ils ont vu que des femmes d'affaires au grand marché avaient de l'argent qu'elles injectaient dans les partis politiques. Donc c'est une asphyxie totale. Et moi, quand je remonte même aux partis politiques depuis Eyadema, c'est la même chose. Et si la personne résiste, la personne fait avec les moyens de bord et tout, ben, c'est aussi difficile. C'est le pouvoir qui maintenant invente des informations diffamatoires pour juste empêcher ce monsieur de s'épanouir, de faire vivre son parti politique et d'avoir des partenaires stratégiques dans le pays ou ailleurs pour pouvoir se faire financer et continuer la lutte. Donc voilà un peu le syndrome qui frappe l'opposition togolaise, incarnée par le pouvoir qui ne veut pas que l'opposition s'épanouisse. Moi je plains les partis politiques au Togo. Je les plains. Ils ne peuvent rien mobiliser. Donc là, je réponds directement pour te dire que dans le contexte togolais, c'est très très difficile pour un parti politique de vivre, de survivre et de pouvoir mettre les moyens dans une lutte politique. Pendant les périodes de C14, une histoire de cotisation était un véritable problème voilà, pour les différents partis politiques. À ce jour, il y a des gens qui n'ont jamais cotisé de leur part. Et je me demande même pour des manifestations aujourd'hui qui s'annoncent, est-ce que tous les partis politiques honorent leurs engagements? Pour organiser une marche à Vaughan, pour organiser une marche à Tchévé, normalement, avec l'arrêt de la Cour de la justice du CEDEAO, il faudrait mettre les moyens. Mais je me demande si ces partis ont les moyens pour organiser une manifestation, c'est peut-être 2 millions, 3 millions, 4 millions dans une localité. Est-ce qu'ils ont ces moyens-là pour continuer à le faire? Je ne crois pas. Donc l'opposition est tellement, je ne sais pas, pauvre, asphyxiée, que c'est difficile. C'est pourquoi l'arrêt de la Cour de la CEDEAO ne donne pas beaucoup, je ne sais pas, de travail pour chercher de l'argent. Il faut faire un lobby diplomatique pour amener les institutions, les instances internationales à aider le Togo dans le sens à mettre fin au système et à disqualifier tous ceux qui sont sur le pouvoir. Si le pouvoir perd sa crédibilité internationale, perd ses relations internationales, c'est que le pouvoir est en phase de décrépitude. Et c'est cela qu'il faut faire. Donc, malheureusement aussi, ils ne peuvent pas démissionner. Quelqu'un me dit, ils n'ont qu'à foutre la paix, ils n'ont qu'à démissionner. Mais tu es quand même un parti politique, un beau matin, tu dis que ce n'est pas une marchandise de maïs ou bien d'arachide, où tu vas plier bagage, tu vas fermer voilà la porte et puis mettre la clé sous le paillasson et aller dormir sur tes lauriers. C'est une responsabilité historique vis-à-vis d'un peuple. Et tu as des militants, il y a des gens qui croient en toi, même d'autres ils ne croient pas en toi.
Donc, tu ne peux pas mettre le clé sur le paillasson et dire que bon, j'ai démissionné, je ne peux pas le faire. Mais si quelqu'un est capable de le faire, c'est-à-dire que personne n'empêche personne, quoi. Si quelqu'un est capable aujourd'hui de changer des donnes, de pouvoir bousculer le pouvoir, de le faire partir par tous les moyens, mais les Togolais en seront honorés, on applaudira. Donc, pour l'instant, pour moi, le plus important, c'est qu'il faut mettre en valeur toutes les forces qui peuvent continuer à transformer et les petites victoires que nous avons, à les mutualiser pour devenir des forces et des énergies qui provoquent le changement. Plutôt que de s'entre-déchirer, de s'entre-tuer, de dire que telle personne est ceci, telle personne est cela, mais ça fait le jeu du pouvoir, malheureusement, au Togo. C'est ça. Donc, on pense que sur cet aspect, voilà un peu ma position. Rapport de la Ligue des droits de l'homme, société civile. Oui, société civile a toujours joué son rôle. Mais ils ne peuvent pas dépasser leurs prérogatives parce que le pouvoir a toujours considéré la société civile comme une appendice de l'opposition. La preuve, en 2012-2013, on a créé le collectif Sauvons le Togo. C'était un regroupement des partis politiques et de la société civile, inspiré de Y'en a marre au Sénégal, qui avait organisé des manifestations avec, pour chasser Abdoulaye Wade. Donc voilà un peu comment la société civile fonctionne et joue son rôle. Au Burkina Faso, la société civile a été déterminante. Au Togo, aujourd'hui, nous avons une société civile hétéroclite où il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui n'incarnent pas véritablement une structure, mais qui ont la parole, qui parlent, qui disent des choses auxquelles des gens croient, malheureusement. Et la mentalité, à force de répéter ou bien le mensonge ou bien la diffamation, mais ça commence par devenir vérité chez des gens. Et si celui contre qui la diffamation est voilà, infligée ne réagit pas à tout moment, ça veut dire que qui ne dit mon contre ça. Donc voilà un peu le système. Mais je pense que les choses vont se normaliser parce que c'est une vague. Les dynamiques sociales obéissent à un certain nombre de normes qui évoluent. Et il y a à tout moment des crans, des moments où ça se lève et des moments ça se baisse et ça se stabilise. Mais dans tous les cas, je le disais dans le live, dans tous les cas, tout peut s'éteindre, tout peut mourir, mais un arrêt juridique ne meurt pas, quoi. Un arrêt de la Cour de justice ne meurt pas. Et va continuer à être le flambeau pour permettre au peuple de continuer à résister. Merci, merci Thierry. Claudine, il faudrait qu'on finisse. Hein. Je dois aller au boulot demain, hein, Claudine. Est-ce qu'elle est là? Je suis là en train de somnoler déjà. Voilà, donc, moi, je suis une poule. Hein. Je dors tôt, je me réveille tôt. Merci et Grace, merci Tom, merci Che, merci Carter. Nous reviendrons en détail sur d'autres aspects dans un prochain live. Et ça nous permettra peut-être de décrypter, d'aller en détail de beaucoup de choses sur lesquelles nous ne sommes pas intervenus, nous n'avons pas abordé aujourd'hui. Nous serons toujours ensemble. Donc, Claudine, je te laisse la parole pour que tu tires les mots de fin et afin que chacun puisse aller se reposer. Vous êtes en journée, donc voilà. Claudine est là? Voilà, elle continue de somnoler. Donc, chers... non, je ne somnole pas, hein, attention. Je suis là. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend, il faut clôturer le live et puis on va je suis fatigué. Ok, merci à Carlos pour cette présentation. On a fait référence au 19 août 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles leçons retenir? C'est ça qui est important pour qu'on ne puisse pas répéter les mêmes erreurs. Je me rappelle 2017, la diaspora était vraiment mobilisée. On travaillait dans une certaine unicité d'action structurelle. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'espère que certains, tout le monde va se ressaisir parce que c'est le Togo qui nous appelle. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on change la table de la dictature. On a un point culminant, un point tournant de notre histoire. Et c'est ça qui est important. Merci à Carlo. Je ne sais pas si Che, Tom le Yoruba, grâce à votre mot de fin rapidement. 1-2 minutes, on va clôturer. Merci. Tom le Yoruba est là. Votre mot de fin ou bien Tom somnole déjà aussi?
Oui, je crois que, bon, il y a Grace qui réagit, je crois qu'elle est là. Est-ce qu'on peut lui laisser le Grace, la priorité à nous les femmes. Ah, Ouais. Grace. Merci Claudine, merci Carlos. Et, moi, je suis encore petite, j'écoute, j'apprends. C'est le learning by doing. Merci, merci cher grand frère Carlos et à demain. Merci Elle se dit petite, mais avec un grand esprit dedans. Hein? Ça, c'est vrai. Ça. Comme le Yoruba. Oui, je suis là, je vous écoute et enregistre, je note beaucoup. Et merci pour ce rappel historique que Carlos a bien pu nous donner, complété par les uns les autres. C'est ça l'essence qu'on met en nous pour que nous puissions nous mettre en mouvement pour l'avenir. Donc grand merci de le rappeler chaque instant dans tes interventions, cette trajectoire-là pour que l'on se réveille enfin. J'ai l'impression qu'on ne se réveille pas. On ignore beaucoup ce qui nous est arrivé et on ne sait pas où aller par faute de cette boussole-là. Et c'est très très important. L'histoire réveille les hommes pour demain. Et le rappel sauve l'âme, comme on a dit. On ne nous a pas assez rappelé qu'est-ce que c'est que le Togo. Comment est-ce que nos ancêtres se sont battus pour arriver à arracher ce pays des mains du colon. Et après l'incident de 63, on ne nous a pas dit, enseigné, comment cela se fait qu'en 60 ans après, nous demandons juste à respirer. Et ces rappels nous permettront de mettre un nouveau pas devant l'autre pour finir cette lutte. Et c'est ça que nous devons saisir. Et bon, aujourd'hui, je vois 272 personnes. Franchement, j'aurais voulu, c'est gratuit. Hein, vous voyez, hein, un professeur d'histoire qui est là devant nous et qui nous donne de notre richesse. Et nous sommes 272, ça devait être des millions. Nous sommes 3 millions, non? 1 million de Togolais dans ça. Je pense que la lutte sera réglée demain. Alors, venez écouter. Nous avons cette chance-là, nous avons une richesse qu'on nous partage et les uns et les autres viennent compléter pour qu'ensemble, nous faisons corps face à la dictature. Merci et bonsoir. Et j'essaierai d'être plus assidu. Voilà. C'est un professeur d'histoire ou un sociologue? Parce que je pense que Tom est en train de se tromper de là. Il a une grande dimension. C'est un chercheur. Il faut dire que c'est un chercheur. Ok, je vais le prendre ici. Il est de tout, tous dans tous les domaines qu'il couvre, comment on appelle, et c'est ça d'ailleurs, pour qu'il ait l'autorité de s'asseoir là devant nous et de parler de son pays de cette manière-là, en n'oubliant aucun des événements. Ça donne une dimension. Et cette dimension, même en faisant de la recherche, on trouve des axes. Là, c'est multiforme. Ça couvre un champ. Et l'histoire, on ne peut pas l'aborder sans se connaître soi-même. Et ce qu'il fait ici donne de lui-même et donne, j'allais dire le mot, mais bon, je le connais, avec son humilité, il va dire non. Mais bon, écoutez, venez ici apprendre. Je suis presque dans le 3e âge bientôt et j'apprends de lui profondément. Voilà. Mes années d'exil, l'absence de ce territoire-là m'ont fait rater des choses que je relis, je découvre même à travers Carlos, à travers Che. Par exemple, quand Che parle de la violence, ce que c'est que la violence, et comment est-ce qu'on peut développer des stratégies pour pouvoir surmonter, abattre cela et ne pas fléchir, ce sont des moments qui méritent l'écoute, qui méritent l'attention, parce que ça forme non seulement son existence,
mais ça laisse des traces pour demain. Voilà, je pense qu'il est tard. Tu en as assez donné aujourd'hui. Donc voilà quoi. Merci à vous tous. Continuez de la sorte et c'est ça qui est nécessaire. Merci grandement. Claudine, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais Pierrot? Bien sûr, c'est mon cousin. Oui, je sais. Est-ce Pierrot que tu ne connais pas quelqu'un? non, Pierrot et moi, nous sommes connus en France, ensuite ici, et lui, il est reparti à nouveau. Je pense qu'il doit être dans les environs de Rennes, et c'est un grand homme, lui aussi. Donc, tu le salueras. Je viens d'une famille de grands hommes et de grandes femmes. Voilà. Alors, merci. Merci grandement. Merci, Tom. Le monde est petit, hein. Le monde est petit. Oui. Allez. Merci, vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous. Voilà, bonne rentrée à vous tous. Nous aussi, on se prépare pour la rentrée ici. Allez, bye bye. Bye, bonne nuit. Chehelu Lawson. Ben, c'est un nom qu'on ne prononce pas à moitié. La nuit à moitié, dans la nuit, sinon le jour ne va pas se lever. Et si tu le prononces le jour, la nuit ne tombe pas. Donc, il faut faire attention et prendre des précautions. Mais puisque on pas oublier que la grand-mère de mon père est Lawson Nalouvi, la grande-sœur de l'ancien roi, je pense. Non, c'est pas le nom Lawson en soi. Il y a toute une... Ok. Exactement. Là, des noms canoniques, là, et puis on va prendre... C'est un nom canonique, Agbolé-nous. Vas-y, mon frère. La s'appeler là bientôt, donc il faut faire attention parce que nous sommes dans une période vraiment de très spirituelle. Donc, quand tu prononces certains noms, c'est les 7 dieux qui vont se mettre en mouvement et puis bon, ça pourrait créer la tornade, des éclairs, les Sakwatés vont se lever, les Hélou vont... Faut pas oublier que il y a les citrons bovés, attention, hein. Faites attention de prononcer certains noms, c'est juste pour prendre des précautions. On va aller. Les gens vont faire la capture et puis aller montrer que voilà, les lives qu'ils font, c'est pour évoquer les Sapata, les Vaudou et tout. Mais comme ça, ils sauront que spirituellement, nous sommes aussi dans des sphères hautes. Voilà. On n'est pas là seulement, hein. Et dans Sio, les filles, et Sakpaton, les filles, hein? Donc, il ne faut pas provoquer, tu vois, sinon on est obligé de les invoquer et ça pourrait peut-être tranquilliser ou en tout cas mettre en mouvement un certain nombre de forces et d'énergie. Bon. Alors, on va laisser Carlos se reposer. Merci encore à Carlos pour ce masterclass des académies. On a beaucoup appris et on a la chance donc de t'avoir et de partager ces moments de mémoire, mais aussi de réflexion et également, comme l'a dit Tom, de prospection, parce qu'on est à la veille d'une nouvelle révolution et il faut être capable de faire ce qu'on appelle un aggiornamento, n'est-ce pas, de la lutte, tirer les leçons du passé, les erreurs, pour mieux aborder cette lutte-là avec professionnalisme, avec l'exigence de résultats, pour sortir des papiamentos qui parfois nous divergent et nous dirigent sans réellement nous amener à bon port. Donc, alors, je proposerais que toute la classe politique se retrouve très rapidement à travers cet aggiornamento de notre lutte pour tirer les leçons, s'enrichir de tout ce que tu as présenté pour que nous puissions aborder cette lutte-là avec une distribution de rôles, l'homme qu'il faut ou les organisations qu'il faut à la place qu'il faut, dans une synergie d'action avec un centre stratégique et une prospection pour anticiper tous les événements parce qu'il y a plus rien sous le soleil. Hein. Tout ce qui va se passer, c'est déjà passé dans le passé. Vaut mieux tout simplement tirer le son pour être efficace cette fois-ci autour de la cour du verdict de la CEDEAO. Je terminerai par citer Jean-Paul Sartre qui nous dit dans les messales que pour être tout à fait exact et juste,
tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces. Tous les moyens sont bons quand ils sont efficaces. Merci à tous. Unis pour la même cause, la lutte continue. Merci beaucoup, Thé. Merci, Thé. Merci, Claudine. Merci à tous. Merci, Globé et Zandé. Claudine. Merci. Merci, man. Bon. On va terminer le live avec notre... Hello, Carlos, tu m'entends? Il faut respecter la terre de nos aïeux quand même, non? Carlos, une minute. Caution. Tu m'entends, Carlos? Oui, je t'entends. Oui, j'aimerais juste dire, avant qu'on ne finisse cela, puisque tu as fait allusion du parcours du 19 août, juste une pensée spéciale à tous ceux qui sont tombés sous les balles. Ma pensée spécialement, c'est pour le jeune Jojo de 13 ans qui avait été criblé de balles à la poitrine le 18 octobre 2017. Ça m'a vraiment traumatisé parce qu'en ce moment, mon fils avait aussi 13 ans et vu la réaction de la mère et tout, c'est un truc qui m'a vraiment bouleversée. Et je l'ai jamais dit, mais c'est ce drame qui m'a encore poussé à reprendre mes contacts et à prendre mon baptême de pèlerin et recommencer le lobbying dans la diaspora après ce drame du 18 octobre 2017. Et beaucoup de courage à tous ceux qui ont subi les tortures, les affres de ce régime. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci.